Alors, c'est parti. Ça va, ça capte bien? Tu le vois bien, Sylvain? Bof, bof. Alors, on va commencer le cours. Déjà, on va commencer ce soir, c'est pour le mérite. C'est pour le mérite ce soir. Et particulièrement, c'est une souda de Daya, une souda de remerciement. On va remercier notre ami Jonathan Cohen. La souda de ce soir. Et on va lui souhaiter une grande réussite pour son départ à Marseille. Il nous quitte pour mieux revenir. Il préfère le soleil de Marseille que de Clichy. Mais en tout cas, il ne revient pas dans les... Il va nous accueillir là-bas. On espère qu'on fera un cours des jeunes balnéaires à Marseille. Il nous invitera chez lui. Mais je ne comprends pas. John, il rejoint. John. Il a pas vu là-bas. Ok, super. Jonathan, tu es là? J'ai vu te connecter. Sylvain aussi, super. J'ai passé la qualité, elle est top. Ok. On va commencer. Alors, il est bon. Alors, on va. Excuse-moi. Je connais pas. Ça passe avec Ok. On va commencer avec les lois relatives aux aliments. C'est-à-dire, en fait, sur la bénédiction des aliments. Alors, on a expliqué déjà qu'en dehors d'un repas, on ne fait pas la bracha, la bénédiction sur le pain. Donc, on est obligé de faire la bénédiction sur chaque aliment. Ou alors sur l'aliment majoritaire. Alors, on l'a dit la dernière fois, mais on va le répéter. Si je mange une salade avec plein de choses dedans, mais ça s'appellera quand même une salade. L'aliment principal. Alors, voilà, exactement, c'est l'aliment principal, ça sera la bénédiction Adama. C'est le fruit de la terre. Parce que ça va englober tout ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas besoin de prendre chaque petit détail de ma salade pour dire « Ah non, mais attends, il y a un peu de cacahuètes, je vais faire un dessus, non, il y a un peu de ça. » Si, ça peut être sympa, mais concrètement, déjà, ça ne servirait à rien parce que tu as tout inclus dans ta bracha. Et en plus de ça, va t'amuser devant les invités. Tu as du monde à la maison, tu dis « Attends, passe pas le saladier, je commence, attends, je fais d'abord la bénédiction de ça. » Va mettre tes mains dans les trucs pour eux. Non, c'est pas super top. Pareil pour un falafel, on l'a expliqué la dernière fois. Un falafel, c'est rempli de bonnes choses. Et la bénédiction, ça sera sur le pain qui entoure, donc mésonote. C'est un pain qui a une bénédiction mésonote, c'est un pain à base de jus de fruits, un pain qui est sucré. Donc, généralement, ça sera considéré comme mésonote. Aussi bien sur des lasagnes, des raviolis, où il y a plein de choses intérieures, machin, c'est ça. L'élément essentiel, on se rappelle de la règle générale, c'est celui sur lequel je vais faire la bénédiction. Avec un couscous bouillon. Un couscous bouillon. C'est-à-dire, alors, le couscous bouillon, tu vas faire la bénédiction mésonote seulement, et les légumes, les légumes, ils sont partie intégrante de ton plat. Donc, tu ne vas pas faire la bénédiction sur les légumes. Même s'il y a un gros morceau de pomme de terre. Alors, même s'il y a un gros morceau, alors la seule chose pour laquelle tu devrais faire une bénédiction, tu veux savoir sur quoi? C'est sur la viande qui a coûté cher. C'est-à-dire, le poulet en général, ce n'est pas le cas, c'est plutôt la viande rouge qui a un prix, et c'est un gros morceau. Dans ces cas-là, il y a des décisionnaires qui ont dit que ce morceau-là ne rentrerait pas dans le plat et pour lequel, malgré que tu fasses maisonnette sur tout ton couscous d'abord, tu referais une petite bracha à colle pour manger ton morceau de viande. Thierry, oui. On parlait d'Apkela tout à l'heure. Oui. S'il y a un beau morceau de viande qui vaut cher à côté, dans ton couscous qui est là, donc l'Apkela, comme on connaît, les ingrédients, on ne les connaît pas tellement, en fait, c'est un peu bizarre. Tu achètes le pot et c'est tout. C'est un truc vert, un peu bizarre. Adrien, on parle des origines là. Il y a Mlochia. Mlochia aussi, c'est un truc bizarre vert. Alors là, pareil, tu fais la baracha à maisonnote pour inclure tout. Oh, il y a pour inclure tous tes aliments. Et à la suite de ça, tu vas faire juste chez sur ton morceau de viande qui coûtait cher. Le reste, c'est pas la peine de refaire la bracha. Même si tu as une tonne de légumes dedans,
les légumes ne sont pas assez meroubad, ne sont pas assez importants pour refaire une bracha. Ils sont inclus dans ta bénédiction maisonnote. Puisque ça va sans dire que ton couscous, bouillon, tu ne l'aurais pas mangé sans légumes. Il y a des kiffeurs de semoule, mais pas à ce point-là. D'accord? Tu peux les manger sans bracha. Pourquoi? Parce que comme au début, c'est ce qu'on expliquait avec la pita. On a le cas de la pita. C'est mieux comme ça. C'est psychologique, comme ça, en fait, c'est le même bruit. Alors, j'ai ma pita. Ma pita, j'étais à l'as du falafel. J'ai pris une pita magnifique. Et là, c'est le drame. Adrien, il m'a regardé. Mais il n'a pas fait exprès en plus. Hein. Et d'un coup, ma pita, elle s'est percée par en dessous et tout est tombé dans le papier en bas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà fait ma bracha maisonnote. Mais là, j'ai tous les aliments qui ne sont pas du tout du maison. Et vu que j'ai déjà fait ma bracha sur la pita, j'ai plus besoin de refaire la bracha sur ce qu'il y a en dessous. OK? On continue. Quand on n'aimera pas l'aliment, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aime pas l'aliment? Est-ce que je fais une bénédiction sur quelque chose que j'aime pas? C'est une question cette histoire aussi. Il y a des choses que j'aimerais peut-être pas. Il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime pas. Est-ce que je dois faire la bénédiction sur quelque chose que j'aime pas? Alors, si on n'a pas envie, par exemple, des fois on va boire de l'eau, un exemple. Hein. On va boire de l'eau pour faire passer quelque chose. J'ai un truc coincé dans la gorge, je vais boire de l'eau. Et c'est pas parce que j'ai soif. Oui. C'est pas parce que. Alors, on va pas faire la bénédiction dessus. On ne fait pas de bracha dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le but de désirer la boisson pour elle-même. C'est comme un médicament qui n'a pas un bon goût. Je précise qu'il n'y a pas un bon goût. Parce qu'un médicament qui a un sirop qui a un très bon goût, il faudrait faire la bénédiction dessus. C'est comme un bonbon, c'est chacun. D'accord? Yes. Lorsqu'on ne connaît pas quelle est la bénédiction à réciter, qu'est-ce qu'on va faire, Yantel? Voilà, c'est facile ça. Ah, mais elle est bien. C'est pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Shakol. Shakol, ni habitavaro, c'est la bénédiction qui veut dire car tout vient de ta parole. Donc en fait, tu as un peu enveloppé le tout. Mais c'est un peu de la triche. Pourquoi c'est de la triche? Parce que honnêtement, c'est pas la vraie. Il faut s'efforcer de chercher quelle est la bénédiction à faire dessus. On a la bénédiction sur les fruits des arbres, sur les fruits de la terre, sur par exemple sur le blé, le maisonnat, le motif. Il y a des bénédictions spécifiques à chaque chose. Trouver la solution de facilité, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, c'est une astuce de dernière minute de dire chez Akol quand tu ne sais pas c'est quoi la bracha. Pas de problème. À main, lorsque je veux juste goûter un plat, je veux juste goûter s'il est bien cuit, s'il a un goût, s'il est truc. J'ai pas envie de manger, je veux juste le goûter. Je sais pas, juste avant Shabbat, tu veux savoir si la finale a un bon goût. C'est juste un tout petit peu, c'est vraiment un fine quantité. On ne fait pas la bracha pour ça? Tout le monde est d'accord là-dessus? Alors, si on va en tirer un plaisir de goûter, c'est pas simplement de goûter, mais tu as pris une bonne gorgée. Il a goûté. Oui, il a goûté du goût des lèvres. Il a goûté pour avoir le goût vraiment. Ça n'existe pas chez nous, t'as vu. Voilà, c'est ça. Alors, si c'est goûter plus sérieusement, on va faire la bracha spécifique à l'aliment. Si c'est goûter juste pour voir, peut-être des fois c'est pour le bébé, pour voir s'il y a assez de sel ou ça pour le bébé, tu sais que tu n'en veux même pas, il n'y a pas de bénédiction à faire. Il n'y a pas de plaisir de cette action, donc il n'y a pas de bénédiction à faire. Autre chose, Dan, quand je fais une bénédiction, très important d'avoir, qu'est-ce qu'il faut avoir quand je fais une bénédiction? On t'a reconnu, enlève les lunettes, c'est bon. L'important, c'est pas seulement la kavana, c'est d'avoir l'aliment dans les mains ou dans la fourchette. Pourquoi c'est important de saisir, d'attraper l'aliment? Parce que par cela, je vais désigner ce que je vais bénir. Je mets déjà dans la bouche. J'arrive à 1000 fois. Alors, ça c'est encore un autre cas, on va parler juste après. Donc déjà, il faut avoir l'aliment dans les mains. D'accord? J'ai l'aliment dans les mains, je peux faire la bénédiction. Si j'arrive pas à l'attraper, il y a un problème, machin, c'est pas. Des fois, il y en a comme ça. Ils veulent attraper la carotte dans la soupe. C'est une autre histoire, on va dire. Il va attraper, mais il n'arrive pas à l'attraper. Il fait, bah, mais il n'a pas encore attrapé. C'est un problème. C'est comme celui qui veut manger une pomme, mais lui, il a mangé les pommes épluchées. Il veut faire la bracha avant de l'éplucher, il n'aura pas le droit. Parce qu'en fait, il faut limiter le temps entre la bénédiction et l'action, la consommation, pardon. Donc, c'est pour ça que même pour une pomme, tu devrais d'abord l'éplucher et après faire la bénédiction dessus. Après, il y a une discussion, on va en parler dans ce soir, parce que des fois, il y a des fruits ou des légumes qui nécessitent d'être coupés avant d'être consommés. Et on dit que c'est mieux de faire une bénédiction sur un fruit qui est entier.
Qu'est-ce que je fais dans ces cas? On en parlera dans les prochains cours. Entre la bénédiction et la consommation, donc on a dit on va pas s'interrompre. On ne pourra pas donc dire Amen à une bracha de quelqu'un d'autre avant d'avoir soi-même mis dans sa bouche l'aliment sur lequel on met dire la bénédiction. Alors ça, c'est important aussi parce que tout à l'heure, Michael a posé une question. Imagine, j'ai oublié de faire la bracha. J'ai pris l'aliment, je l'ai mis dans la bouche. Ah, je n'ai pas fait la bracha. Je suis sûr que je ne l'ai pas fait. Alors, deux cas de figure. Là, c'est un bamba, farine de maïs, c'est Shakol. OK? Non, c'est Adama. Je vais le mettre dans la bouche. Et le problème, c'est que c'est mon dernier bamba. Ah. Mais le problème, c'est que je ne peux pas bénir si j'ai la bouche pleine. Ça ne se fait pas. Comme si tu parles à quelqu'un, tu n'arriveras à parler à ton patron ou à un roi comme ça avec la bouche pleine. C'est honteux. Alors, si tu l'as avalé, eh ben, tu auras avalé sans avoir fait la consommation, sans avoir fait la bénédiction. C'est ton dernier bamba, on est d'accord. S'il y en a un autre, il n'y a pas de question. C'est pas grave, je l'avale, je fais la bénédiction en retard et je mange un autre. Et là, j'en ai pas d'autre. Il y a une solution qui est de mettre dans le coin de la bouche. Mettre dans le coin. Alors attention, c'est valable pour les solides, mais pas pour les liquides. C'est comme je ne sais pas si vous avez essayé de mettre dans le coin de la bouche un liquide, mais ça ne marche pas. Donc le liquide, c'est sûr que tu ne pourras rien faire. Vous avez compris cette notion? Quand j'ai déjà mangé, si c'est mon dernier élément, alors je le mets dans un coin de la bouche et je fais la bénédiction, sans être gêné par ce que j'ai, je le mets dans la bouche. Et si il me reste encore, je mange, j'avale, je prends un autre, je fais la bénédiction dessus, je mange. D'accord? Rétroactif. Un exemple sympathique aussi à savoir, c'est des cas pratiques. Thierry, il aime le café bouillant. Alors, il va se faire une bonne tasse de café. Le problème, c'est qu'il va faire la bénédiction dessus. C'est un problème. Il ne pourrait pas faire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il va souffler dessus. Il va peut-être se passer beaucoup de temps avant de le consommer. Donc, il faut d'abord souffler dessus, attendre que ça refroidisse pour le thé et le café. Et après, je bénis. Comme ça, c'est quoi la conséquence de ça? Je limite le temps entre la bénédiction et la consommation. Ok. Par exemple, on ne va pas faire une bénédiction à Pierrot. Quand on va faire si par exemple tu peux faire la bénédiction, tu aurais dit d'abord les Chaïm et après la bénédiction. Tu ne pourrais pas dire la bénédiction et après, avant de boire, tu dis les Chaïm. Non, parce que c'est une interruption. Le but, c'est de ne pas prononcer de mots avant la consommation. Donc le Lechaïm, on le dit avant. C'est comme le ouais, c'est la même chose. C'est pour ça qu'en fait, on a fait tout le truc de ne pas parler entre le lavage de main et le pain, etc. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Pareil. Il y a pas oui, ça alors, il y en a qui disent des façons de Torah. Il y en a même qui disent Hachem Meler, Hachem Malach. Il y a beaucoup de coutumes. On ne met pas en question. Simplement, c'est vrai que la raison elle est évidente de raccourcir au maximum entre la consommation et la lavage. Il y a une chose assez importante, par exemple, un fruit. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger des verres, des choses. Un fruit, il est un peu avec des choses comme bizarres dedans. On ne va pas faire la bénédiction et ensuite vérifier. Parce que ça va faire pas trop de temps. Donc on vérifiera d'abord le fruit, qu'il n'a pas de verre, qu'il n'a pas de truc dedans. Et ensuite, on pourra faire la bénédiction dessus, vraiment au moment, presque en mettant en bouche. D'accord? Ok, on a bien pris ces notions-là. On va commencer un sujet. Oh, Adam! Bon, bah là, toi, c'est un mot retard. Parce que passer une certaine heure, on accepte, mais après, c'est. Jonathan, il faut que tu viennes avec nous, parce que c'est bien le Zoom, mais il n'y a pas la pizza. En plus, je ne sais même pas si ça capte bien ou pas. Ah, faut jamais te l'acheter. Non? Tiens, Jonathan. Ah non, j'ai allé. Attends, Adam. Non, parce que je ne te vois pas. Ok, on continue. Maintenant, on va prendre des choses très intéressantes. Vous savez qu'on doit séparer le lait et la viande. Maintenant, imaginez-vous qu'on se fasse un kiff avec Steve et il va acheter un menu hamburger magnifique. Et moi, je suis avec la pizza ici. Et on veut se mettre à table côte à côte. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Non. Si on a 2 sets de table. Bravo. Donc, il y a des choses qu'effectivement, il va falloir prendre des mesures distancielles. Ça arrive, ça. C'est pas forcément la distance de mètres. Pas forcément ça. Celui qu'on appelle dans la lacha, on appelle ça comment, Dan?
Comment on appelle un signe distinctif dans la halakha? Un équerre. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir, tu vas être maquillé. Tu vas reconnaître. Tu vas voir la chose. Tu vas comprendre la chose. Que c'est un signe qui te rappelle qu'il y a quelque chose qui exactement. Il a ramené les boissons. C'est les boissons de monsieur? Ah, il a ramené. Super bien. Ok, alors maintenant on va expliquer. Il faut faire très attention de ne pas mélanger, de ne pas poser la viande et le lait collés côte à côte. Et c'est pareil aussi dans le cas d'un réfrigérateur. Au frigo, c'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir deux frigos différents. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement avoir des éléments sur plusieurs étagères, même si c'est mieux d'avoir des étagères où on va mettre le lait, des étagères où on va mettre la viande. Mais idéalement, ce qu'on veut surtout empêcher, c'est qu'il y a une communion entre la viande et le lait. Donc, il ne faut pas les coller. Tout à fait, comme tu dis. Il ne faudra pas les coller, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça qu'on va faire attention de ne pas mettre par exemple un morceau de fromage avec une viande qui est au-dessus, qui est saignante. Par exemple, qui va couler, qui va déborder, qui va saigner. Ou alors, la possibilité, ce serait de recouvrir. Si on avait recouvert le fromage, là, on n'a pas peur que ça coule dessus. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a un mélange, un contact à froid comme ça? On voit ce qu'on appelle dans la halakha, ça dépend des cas, c'est beaucoup ou pas beaucoup, c'est qu'il y a des gridas, qu'il y a des nettilas. Il faut enlever selon gratter, ou des fois, il faut enlever un morceau, le morceau qui est en contact avec l'aliment. En général, quand c'est à froid, on va juste gratter et passer un coup d'eau dessus. On a enlevé le jus de viande qui aurait été en contact avec le fromage. Mais donc, c'est un fromage en dessous. Si c'était à chaud, là, il faudrait carrément enlever la partie, avec un couteau, enlever la partie qui avait été. Et la partie d'un doigt, c'est une longueur à ça. Alors, ok, on est d'accord là-dessus? On avance? Yaris, il y a un truc direct, tu nous dis. On est là, on a le temps, on est bien, on n'est pas. Ok. Mais après, tu répètes tout, Gary. Soit tu répètes, tu interroges, tu fais tout, parce qu'après tu vas tout répéter à ta femme. C'est important. On est au top, je connais. Hein? On est au top. On est au top? On est au top, tu top. Ok. Maintenant, effectivement, je reviens à notre dîner en tête-à-tête avec Steve. Voilà. Et donc, là, effectivement, comme il a expliqué, il va falloir des signes distinctifs. Le équerre. Et 2 sets de. Comment ça marche, ce signe distinctif? C'est soit avoir 2 sets de table, soit avoir une table différente, soit avoir aussi, que vous avez comme possibilité, un morceau de pain entier. Pas un morceau de pain. Hein. C'est un morceau de pain qui n'est pas entier. On a tendance à dire, il a été consommé, je peux y aller. Un morceau de pain qui est entier, un beau pain comme ça, que tu sais qu'il n'est pas là normal. C'est pas l'habitude de mettre un pain comme ça, entier sur une table. C'est un peu. On parlait des pains de l'époque, des pains de campagne, des gros pains. Oui, c'est la baguette. Si tu veux une baguette, c'est sûr que ce n'est pas un pain comme on appelle dans la halakha, le vrai pain. Par exemple, aussi de mettre une boisson qu'on ne va pas utiliser. Ça peut marcher aussi. Vous savez, les boissons aussi, un truc que tu es sûr que tu vas conduire, tu mets 3 bouteilles de vin. Ah, pas forcément entre nous deux. Hein. Il faut que ça soit juste présent entre. Il n'y a pas besoin de faire une barrière entre nous deux. Est-ce que du freeway de Vidal, ça marche? Ça dépend des couleurs. Ça dépend des gens aussi. Ok. Et là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce qu'on est 2 personnes qui se connaissent et qui s'apprécient. Maintenant, si c'est des personnes qui ne se connaissent pas, je suis dans l'avion, je suis assis, j'ai ma tablette, il y a mon voisin, je connais pas du tout. Si je dis ça, il va te prendre pour un extraterrestre. Non, alors voilà, c'est pas la question, c'est est-ce que j'ai besoin de faire une séparation ou pas? Si c'est Shne chez Makirim, ce qu'on dit en arabe, si c'est 2 qui se connaissent, c'est le cas qu'on a dit. Si c'est 2 qui ne se connaissent pas du tout et qui n'ont pas de lien du tout, alors ils ne vont pas expliquer dans l'assiette l'un de l'autre. Parce que c'est quoi le danger? Le danger, il est que malheureusement, on pourrait, par amitié, en oubliant qu'on a consommé, des fois, moi j'ai mangé plus vite, et puis il a laissé encore ses frites avec plein de trucs mélangés avec un peu de jus de viande. Et moi, j'ai dit, voilà, ça me tente encore, j'ai encore faim. Et j'ai oublié presque que j'ai mangé mon truc à tout. C'est un problème. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit avoir très très attention. Ensuite, je vais mettre le milieu.
Pourquoi ça prend une sono là? Je te laisse. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a déjà mangé du lait, ou de la viande. Et maintenant, voilà, Steve, il a encore mangé son pain, mais je n'ai pas mangé avec lui. J'ai juste moi, je suis encore viande, oui, le fromage. La dernière journée, elle fait une pizza. Et maintenant, je viens m'asseoir à côté de lui. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à côté de lui, sachant que je suis encore dans les 6 heures, je ne dois pas manger de lait? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas d'aliment devant moi, et c'est en général, on fait quand même confiance que. Il y a le principe de dire, malgré l'amitié, la petite machin, aujourd'hui on a perdu un peu l'habitude de prendre, je ne sais pas si c'est un mesure d'hygiène, par mesure de quoi que ce soit, de prendre dans l'assiette de l'eau. Chouette. Une question. Chouette. Ouais. Mais par contre, tu sais, si tu te mets sur le set de table, toi, tu as mangé de la viande, tu te mets sur mon set de table de fromage. Tu en as un peu sur les mains, tu dois faire quoi? Tu dois te laver les mains ou On se lave les mains. On se lave les mains, tout simplement. Pas besoin de gratter les mains, on se lave juste les mains. Avec du savon, et ça va, on se lave les mains. C'est la même chose si, par exemple, je sers la main, je vais avoir ce que je vais manger là-dedans, je vais C'est pas un problème. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, la majeure partie, à part les hamburgers, la majeure partie des aliments, on les mange avec la fourchette. En fait, on utilise des couverts aujourd'hui plus facilement qu'à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas considérable comme contact. Il faut savoir que la main, c'est quelque part Kelly-Chéni. C'est pas la première connexion qu'on a eue. Et quand tu vas, c'est vrai qu'on peut parler de ça pour les microbes, des choses comme ça, mais ce n'est pas le cas de tous les aliments, c'est pas le cas de tout. Donc voilà. En tout cas, pour ce contexte-là, il n'y a pas de problème de serrer la main à quelqu'un qui a mangé du lait de la viande, sachant qu'en plus, aujourd'hui, on se lave un peu plus les mains qu'avant. Donc, il n'y aurait pas de problème. OK? Yes. DCDR, on a un très très bon quiz qui nous attend tout à l'heure. Je connais un peu l'histoire. C'est très bien. Ouais, bon, c'est très bien. Chaim. Alors, Bah oui. cette semaine, on va lire la paracha de Korach. Korach, c'était le cousin de Moshe Rabbeinu. Korach, c'était de Korach qu'on apprend la marloquette. Ce que c'est que la marloquette, c'est la discorde, la bagarre, la dispute. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé un beau matin, il est venu vers Moshe Rabbeinu avec une assemblée de 250 hommes. Et ils ont dit à Moshe et à Aaron, pourquoi la matitnasu? Pourquoi vous vous élevez? Pourquoi vous vous sentez plus haut que le peuple? Sous-entendu, et c'était justifié parce qu'il a dit Kulam Kedoshim, on est tous saints. Dieu il a dit qu'on est une nation de prêtres. Alors pourquoi on a besoin de grands prêtres au-dessus de nous? Si on est tous saints, on est tous à pied d'égalité. C'est un peu l'idée communiste comme ça. On se met tous dans le même bateau. Pourquoi on a besoin de gens au-dessus de nous? Léger. Alors, c'était son argument. Pourquoi il en arrive à ça? Il faut savoir qu'il y a le Midrash il explique les raisons de son comportement. D'abord, c'est un peu la faute à madame. On est bien qu'on n'a pas de femme ce soir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que simplement quand lui, il étudiait, parce que, attention, Korach, c'était pas n'importe qui, c'était un grand sadique, un sage, il était très riche, très puissant, il avait vraiment un Lévi, un super Lévi, il était top. Maintenant, il apprenait tous les jours avec Moshe Rabbeinu. Chaque jour, il apprenait des nouvelles choses. Et quand il rentrait à la maison, il racontait à sa femme, tu sais, aujourd'hui, on a appris ça et ça et ça et ça. Comme vous allez faire tout à l'heure. Et alors, le truc, c'est quoi? C'est que sa femme lui disait quoi? Moshe, il vous a appris que dans les tzitzit, il doit y avoir, à l'époque, un fil bleu, techelet, c'est une couleur spéciale, du sang du poisson, techelet. Et le reste doit être blanc. Mais pourquoi il ne faut pas qu'ils soient tous bleus? Tout le tzitzit soit bleu, plutôt qu'un seul fil. À la place, il y a 8 fils. À la place d'avoir un fil bleu, tu peux avoir tous les fils bleus. C'est encore mieux. Après, quand il est rentré, Moshe, il a dit qu'il faut mettre la mezouza. La mezouza, même dans une pièce où il y a beaucoup de livres, il y a même un Sefer Torah, il y a tout ce qu'il faut. Il dit, mais pourquoi une mezouza? Mezouza, c'est un petit parchemin, il y a écrit 3 trucs dedans. Les livres, il y a beaucoup plus d'écriture sainte. Est-ce que tu as besoin de mezouza quand tu as la pièce, elle est remplie de livres? À quoi ça te sert? Alors, elle a comme ça monté la tête. Vraiment, un esprit négationniste au maximum.
Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est chauffé. Il a chauffé des gens avec lui. Parce que bien sûr, on est courageux que quand on en a plusieurs. Et donc, il est parti, parmi ses partisans, il y avait un homme qui s'appelait Bennett. Non, bravo, On Ben Pellet. On Ben Pellet. On Ben Pellet, elle est bon celui-là. On Ben Pellet, lui c'était un partisan, et en quelque sorte il a dit à sa femme. Entre parenthèses, j'ai dit Bennett par rapport à ce qui se passe en Israël, je suis. Vraiment, Arrête. C'est Pellet, hein. Moi j'avais entendu Pellet, c'est pour ça, la Pellet. Viens pour terminer une parenthèse. Exactement, c'est dans la paracha, la culture. Oh, faut pas regarder le Parisien, il faut regarder ici ce qui se passe. Ok. Alors, lui, il est rentré chez lui à la maison. Il a vraiment 2 heures avant d'aller voir avec tout le monde Moshe Rabbeinu et de faire la révolution. Et il a dit à Moshe. Alors, il a dit à Moshe. Ah, pardon. Il a dit à sa femme quand il est rentré chez lui, ce On Ben Pellet, tu sais, dans 2 heures, on va tous aller voir Moshe, on va les sauver, on va faire une grosse manif. Sa femme, elle a dit, mais pourquoi? Elle a dit, mais parce que Korach, il a des bons arguments, c'est important. Je dis, mais Moshe, c'est un grand sadique. Korach, c'est aussi un grand sadique. Mais c'est l'histoire de famille, tout ça. Est-ce que vraiment il y a un argument? Est-ce qu'il y a quelque chose caché derrière? Il dit, s'il y a une dispute, c'est quelque chose de négatif. La femme, elle a pensé ça direct. Elle a dit, te mêle pas à ça. Il a dit, si, il faut que j'y aille, c'est important, je ne vais pas laisser mon équipe. Voilà, il avait tout fait. Sa femme, elle a dit comme ça, écoute bien. Viens manger un petit truc d'abord, et après tu y vas. Elle a mis un bon fromage de 50 euros. Elle a mis un petit lait. Avec des herbes spéciales qu'il y avait. Elle s'est endormie. Et après, quand Korach il est venu le chercher, parce qu'il passait de maison en maison, avec toute sa troupe, la femme, elle est sortie dehors, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'est pas là, mon mari. Il n'est pas là. Et elle a enlevé son couvre-chef parce qu'il était religieux, parce qu'il ne voulait pas avoir une femme comme ça. Et elle a fait cette chose-là pour préserver son mari. C'est pour ça qu'on appelle cette femme-là Akeret Abaït. La femme, c'est bien le pilier de la maison. La femme de Korach, par contre, à l'inverse, elle était Okeret Abaït. Ça, c'est tout pareil. Mais ça veut dire, elle déracine la maison. Donc, il y a une différence entre le pilier de la maison et celle qui déracine la maison. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Thierry, qu'est-ce qu'il dit le roi Shlomo? Par rapport à la femme. Et en français. Voilà. Mais il a dit aussi. Mais c'est vrai ce que je dis parce que il dit Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse de la femme, elle peut construire sa maison, mais elle peut aussi la détruire. Et c'est pour ça qu'il faut être habile, choisir une épouse qui ne réfléchit pas avec ses nerfs, ses sentiments, mais plutôt qui a du recul sur les choses. Ça, c'est important. La tête, exactement. Et Chaim. Alors, le principe de ça, parce qu'on a besoin de comprendre un petit peu ici. Ça me pardonne marche. C'est qu'on a un vrai problème. On a un problème. Mais c'est quoi le problème? C'est que Korach il arrive et il dit un argument qui est vrai. Si on est tous saints, pourquoi on a besoin d'avoir un Moshe Rabbeinu? Pourquoi on a besoin d'avoir un Rav? Pourquoi on ne va pas tous à la Teva faire tous la prière en même temps? Il y a une personne qui est sur le podium et pas tout le monde. On est tous au même niveau, c'est quoi le problème? Alors, Moshe il a dit c'est vrai. On est tous saints. Mais il faut quand même un levier. À quoi ça sert un levier? À quoi ça sert une grue? À quoi ça sert de pouvoir élever? Quand des fois, on baisse un peu la tête, et ben la grue, elle vient et te relève la tête. Elle te relève. Quand tu ne te sens pas bien, tu vas voir le Rav, il va te remonter, il va te donner des arguments pour t'élever, il va te donner des chemins pour te rapprocher de Dieu. La même chose, ça dépend, on ne connaît pas les mêmes Rav. Par contre, quand tu vas voir le Kohen Gadol, c'est la même chose. Lui, il vient et il te dit, je vais t'apprendre comment te lier du bas vers le haut. Je vais t'apprendre comment t'élever. Mais pour ça, il faut que lui-même il soit plus élevé. Alors, c'est sûr, ne croyez pas que c'est un privilège d'être Kohen simplement. Ah oui, il ne faut pas épouser une femme divorcée, il ne faut pas aller au cimetière, il y a des contraintes pour rester sanctifié, pour rester saint. C'est pas évident, c'est la galère. Il faut se mettre en chaussettes tous les Shabbats pour servir Birkat Kohanim. Galère. Mais c'est une responsabilité. Et en même temps, c'est un grand privilège. Alors, c'est pour ça qu'on va voir ici
Moshe Rabbeinu, il a répondu point par point encore. Il a dit quoi? N'oublie pas une chose. Tu dis que la mezouza qui est posée à l'entrée de la maison, elle a que 2 parchemins. Et que dans ta maison, tu as plein de livres saints. C'est génial. Mais sache une chose. La mezouza, elle n'agit pas que chez toi. Elle agit aussi vers l'extérieur. C'est l'histoire extraordinaire que vous connaissez sûrement. Il y avait un grand sadique qui a été une fois, il avait un bon lien avec le roi. Le roi, il a voulu lui faire kiffer. Il lui a envoyé un colis d'Amazon avec un diamant extraordinaire dedans. Et à ce moment-là, lui, il a dit, je vais lui rendre l'appareil. Il lui envoie un colis Amazon avec une belle mezouza. Non, pas Amazon. Avec une belle mezouza. Le roi, il le convoque, il dit, dis-moi, moi, je crois que tu étais mon ami. Moi, je t'offre un diamant d'une grande valeur. Et toi, tu m'offres un parchemin comme ça, à coller sur la porte, avec deux petits textes écrits dessus. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'embrouille, Adrien? Absolument. C'est quoi l'histoire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lui, le roi lui offre un diamant, et lui, en retour, il lui offre une mezouza. Tu m'as pas arnaqué dans l'histoire? Il dit, écoute, il a répondu quelque chose qui est resté gravé dans le mémoire, et vous allez vraiment voir, ça met une claque, comme Macron. Il a dit comme ça, il a dit, regarde, toi, ton diamant que tu m'as donné, je dors pas la nuit, j'ai l'angoisse, il y a des voleurs. Mais exactement, je m'angoisse, je sais pas me le cacher d'abord, je n'ai pas coulé, ça attire la convoitise. Et donc, j'ai été obligé à cause de ça de prendre des gardiens. Moi, ce que je t'ai offert, la mezouza, c'est ça le gardien. C'est lui qui te protège à l'intérieur. Parce que Dieu lui donne l'assurance. C'est ça te protège à l'intérieur. Il y avait, non, plus fort que ça. On parle de la mezouza, on va y aller aussi. C'est l'histoire du Japon. Non, l'histoire du japonais avec le système de surveillance. On en parlait tout à l'heure, mais c'est par exemple un cas très clair. Il y avait Ankelos. Ah, Ankelos à guerre. Ankelos s'est converti. Ankelos, c'était qui? Ni plus ni moins que le neveu direct de Jules César. Ankelos, il a décidé de partir vers le peuple juif et il est carrément parti en Israël. César, il a dit, c'est quoi cette embrouille? Il a envoyé ses légionnaires aller chercher Ankelos. Il est arrivé, il a dit quoi, vous voulez m'emmener chez ça? Pas de problème, on y va. Il a commencé à leur parler. Eux-mêmes, ils ont tellement apprécié ses propos. Il était fort. Et il avait une parole extraordinaire. Directement, ils ont décidé de rester là-bas. César ne venait pas. César, il a envoyé une foudre. Il a dit, mais s'il vous plaît, mettez-lui un scotch sur la bouche. Mettez-lui quelque chose pour qu'il ne parle pas. Il va vous embrouiller. Ils ont fait ça. Il est sorti de chez lui pour les suivre, les soldats, pour retourner à Rome. Et là, il a posé la main sur la mezouza. Il a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils m'ont posé la question. Ah, vous obligé, ils sont obligés de lui enlever le scotch pour qu'il réponde. Il dit, bah, je t'explique. Il dit quoi? Tu embrasses les murs? Il dit non. Là-dessus, il y a un parchemin. Et c'est quoi cette force de ce parchemin? C'est une protection. Quelle protection? Et voilà. Vous avez qui au-dessus de vous? Bah, il y a le Décathlon. Après, il y a qui? Il y a encore le Décurion. Après, il y a l'autre encore, c'est qui au-dessus? Il y a le général. Après, il y a Jules César. Et que Jules César? Il n'y a pas au-dessus de César. Il a dit, nous, on a quelqu'un en haut, encore plus haut. C'est le Dieu. Et c'est quoi la différence? Il va Jules César, il a exactement 4, parce que lui, il connaissait bien le palais de César. Il a plus de 380 gardes autour de son palais. Mais nous, les serviteurs, qui sommes censés être les gardiens, c'est Dieu lui-même, le roi des rois, qui vient nous protéger, qui se met à nos portes pour nous protéger, pour nous laisser dormir tranquillement. C'est lui qui nous protège pendant qu'on dort. C'est lui qui nous protège des bébés. Où t'as vu ça? Ah, les gars, ils ont entendu ça. Direct, ils disent, voilà, moi, je reste avec toi. On va prendre un peu le café, on va rester un petit peu. Puis César, il a compris finalement. Il a compris, il a entendu ce qui s'est passé. Il a dit, bagnez-le, enchaînez-le, et vous le transportez comme ça. Cachez-lui la bouche. Exactement. Et donc là, il a pu le ramener à Rome. Il a expliqué à son oncle ce qu'il avait fait. Il avait dit, et son oncle a respecté son choix. Et il a laissé repartir en Israël. Grâce à ça, on trouvera dans tous les livres de Torah la traduction en araméen de Ankelos. Mais il avait marché tout le trajet quand même, Ankelos, oui, avec la garde. Et après, il les a bien fait marcher. Ouais. Et après, en fin de compte, il leur a dit, j'ai oublié une chose. Ouais. Il a venu pour embrasser le détail, effectivement. Il l'a choqué. Il a oublié quelque chose, je pensais qu'il allait chercher un truc, et finalement, il est venu pour embrasser la mezouza.
C'est les gars Et avec un vrai ce truc-là, mais c'est ça. Ok, donc c'est ça en fait le lien qu'on doit comprendre. Des fois, il faut avoir des forces supérieures pour pouvoir nous tirer vers le haut. On connaît que les influences, des fois, elles peuvent nous tirer vers le bas. En général, ce qu'on appelle la gravité, c'est un phénomène qui permet à l'homme de rester les pieds sur terre. Et quand on dit les pieds sur terre, c'est un peu tôt les pieds dans la terre. Pourquoi Korach a été englouti? Pourquoi il a été englouti avec sa famille? Parce que c'est synonyme d'être englouti par le terrestre, le matériel. Oui. Comme nous. Combien de personnes, après la période même du Covid, ont compris qu'il y a beaucoup de choses matérielles qui ne sont pas si indispensables que ça? Combien de personnes ont revu leur objectif, ont revu leurs décisions, ont revu leur vie et leur choix de vie, leur futur, depuis ce qui s'est passé? En comprenant que tout n'est pas dans nos mains. On a changé le fusil Et que les d'épaule. choses peuvent vraiment passer d'un extrême à un autre extrême en quelques secondes. Fusil d'épaule. Exactement. Non, peut-être pas de fusil d'épaule, mais il y a vraiment eu des événements. Enfin, ça a permis à beaucoup de gens de réfléchir, en tout cas. Il y avait du temps pour réfléchir, il ne faut pas dire. Donc, c'est un principe comme ça. Il faut savoir s'attacher aussi à ce qui est plus haut. Et c'est aussi ce sentiment-là qui amène le sentiment général. Un juif, il ne doit pas sentir simplement qu'il a un lien avec Dieu que dans les moments où il est à la synagogue, où il est en repas en famille, où il fait kidouche, mais c'est à chaque instant. À chaque instant, il doit se sentir connecté avec Dieu. L'intérêt de Moshe et de Aaron, des Kohanim et du Beth Amikdash, c'est que même quand tu n'étais pas au Beth Amikdash, même quand tu n'étais pas proche de la divinité, tu es toujours proche de la divinité. Comme le Rabbi il dit, une fois quelqu'un est venu voir, il dit, vous savez, je suis venu de loin pour recevoir l'au-delà. Il a dit quoi? Ça veut rien dire. On ne peut pas venir de loin. Un juif est toujours proche. Toujours proche de quoi? C'est comme une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit, mon ami, il avait dit, vous savez, en Israël, il y a beaucoup de jeunes, c'est quelqu'un de très religieux, il y a beaucoup de jeunes qui se droguent et tout ça. Mais pas chez nous. Hein. Pas chez nous, il n'y a pas ce problème-là chez nous. Nos enfants, heureusement, dans Hachem, il n'y a pas ce problème-là. Et le rabbi l'a regardé avec un regard très foncé, il a dit, mais quels enfants ne sont pas de nos enfants? Comment tu peux dire qu'il y a une différence? Quelqu'un qui a dit une fois, il a dit, il y a des juifs qui sont complètement déconnectés, il a dit, ça n'existe pas déconnecté. Déconnecté, c'est psychologique. Tu crois que tu n'es pas là, que tu es déconnecté, mais tu n'es pas déconnecté. Ayeka. Où es-tu? Où en es-tu? Donc, ce lien est très très fort et c'est pour ça, regardez la force d'avoir un Moshe Rabbeinu. Quand Dieu il a décidé de punir Korach, il a dit Moshe, ne parle pas, ne va pas leur faire tchouva, laisse tomber, c'est foutu pour eux. Ils ont été trop loin. Ils t'ont provoqué, ils ont remis en question beaucoup de choses. Là, c'est fini pour eux. Finalement, on sait que les fils de Korach ont été engloutis, mais ils sont restés vivants. Ils ont fait tchouva juste par le sentiment. Et Dieu, il voit les sentiments. Un juge, il ne peut pas voir ton sentiment de tes tchouva de retour. Mais Dieu, il peut tout voir. Il sait quand tu regardes dans ton cœur. C'est pour ça qu'on dit que un soupir, c'est extraordinaire. Un soupir sincère. Et alors, et d'ailleurs, des petits fils de Korach et des Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel. Il est né des petits fils de Korach. Donc il y a des très grands qui sont sortis de ça. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il avait l'ordre de ne pas leur parler, Thierry. Thierry, Moshe Rabbeinu, il avait l'ordre de ne plus parler à Korach. Ça y est. Dieu, il a dit, ça y est, tu ne parles plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je ne parle pas. Je parle pas. Pour un juif de se taire, c'est très dur. Pour Moshe Rabbeinu, c'est encore plus dur. Alors, il se lève, il met ses beaux habits, et là, il se dirige vers la tente de Korach et des autres. Un temps, il a prévu son coup. Du coup, Aaron, il se lève. Les 70 anciens, les grands sages, se lèvent avec. Il y a tout un cortège extraordinaire qui se déplace vers la tente de Korach, Datan et Aviram. Et là, il espère une chose, Moshe, que sans parler, la proximité, la splendeur, peut-être qu'ils vont avoir un truc qui va se passer et qu'ils vont faire tchouva. C'est quoi cet entêtement de Moshe? Dieu lui dit, ça y est, c'est fini, on arrête tout, lâche l'affaire. Mais jusqu'au bout, il lâche pas l'affaire. Là, on arrive Gimel Tammuz, après-demain, dimanche, on va écrire des demandes de bénédiction, c'est la Yula du Rabbi. Et c'est un jour fort où on voit quelqu'un qui était dans le même état d'esprit. Lui, il ne se préoccupait pas seulement des Lubavitch, il se préoccupait des Juifs du monde entier. Quand on dit du monde entier, c'était dans l'Alaska, à Singapour, dans toutes les villes, dans tous les endroits. Il ne dormait pas. Le Rabbi dormait 2-3 heures par nuit, c'est tout, même pas. Ça commençait à 5 heures du matin, il finissait le lendemain à 4 heures du matin.
il recevait des gens continuellement. À la place d'étudier la Torah, de prendre son temps, il ne s'arrêtait jamais. Que des bénédictions pour les gens, que des encouragements à avancer, à devenir meilleur. Quand tu dis, vous savez, Rabbi, j'ai fait 2 études par jour, j'ai mis 2 fois la tzedaka cette semaine. Le Rabbi te regarde et te dit, c'est tout? Ah, toi, tu peux faire 10 fois mieux que ça. C'est pas, il te dit, ah bravo, super, tu mets la médaille, tiens, je te mets la médaille, bravo. Tiens, tu veux le trophée, tiens, le trophée. Et tiens, tu mets sur le podium. Non, tu le fais pas kiffer comme ça, tu lui dis, je te fais, mais uniquement dans un but, c'est te faire progresser, te faire avancer. T'es un vélo, t'avances pas, tu tombes. La vie, c'est le vélo. Donc, dans tous les cas, c'est pas pour encourager à faire du sport, c'est pour encourager à se dire qu'on n'est jamais trop bien aujourd'hui, mais qu'on sera encore meilleur demain. Et ça, c'est la force d'un tzaddik. Et c'est ce que Korach n'avait pas compris a priori. C'est pourquoi il y a des gens au-dessus. Les gens au-dessus, ils sont là pour nous élever, pour nous relever la tête. C'est vrai, des fois, on est en bas de trip, on est mal, on est truc. Mais les tzaddikim, ils sont là pour nous élever. Et ça, c'est le principe. Et nous, on doit comprendre de ces enseignements-là qu'à la Yula du Rabbi, maintenant, c'est pas simplement une Yula d'un tzaddik, c'est un tzaddik qui s'occupe de tout le monde et qui a aujourd'hui encore, on étudie ses textes, on voit son enseignement, on voit des gens qui mettent des films dans la rue, on voit des tonnes de choses qui sont faites dans le monde entier, au niveau de la cache-route, au niveau de plein de choses. Et ça, c'est. Moi, j'ai pas vu directement. Mon père, il a des rendez-vous avec des réunions avec des rédus. Moi, j'ai failli le voir. Quand j'étais petit, je regrettais toute ma vie de ne pas avoir été. J'avais l'occasion de faire un voyage avec l'école. On devait donner notre Tramkia qu'on avait fait à l'école au Rabbi. Tu avais fait quelque chose là-bas, moi, j'ai commencé à faire mon rebelle. Ah oui, par contre, ouais. Alors, je dois quand même préciser, le 3 Tammuz, ouais. Le jour de ma bar mitzvah, c'est le jour où le Rabbi est parti de ce monde, physiquement. Ah, je ne pas l'importance. Et c'est pour ça qu'en même temps, ce soir, on va faire les Chaïm, mon anniversaire, c'est 2 jours avant. Et on bénit tous, si tu veux, je vais un message dimanche, je peux dire. Ça me fait 40 ans. Ça me fait 40 ans. Et là, c'est la barre de 40. Dimanche, si tu veux. Chaïm. Je ne savais pas l'importance que ça avait. Je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'à 40 ans, on arrivait à la sagacité. J'avais compris. Le voir on est la cité, mais la saga. Mais je savais pas. C'est un peu spécial. Je n'ai pas compris. Donc, je n'avais pas l'importance. Dans le principe, il faut comprendre en tout cas, de manière. J'essaie de revenir par cœur parce que debout, ce n'est pas évident. On n'est jamais tout seul. Un berger fidèle n'abandonne jamais son troupeau. Les tzadikim fait toujours pour nous. Et c'est pour ça qu'on va tous, si tu veux, demander des brachot ce soir. Des bénédictions qui vont être exaucées. Parce que quand nous sommes plus dans un corps matériel, les tzadikim sont encore plus actifs que leur vivant. Et on va voir ça de manière matérielle. On va passer au quiz. Allez, Jonathan. Ouais. Là ou pas? Ah, j'ai fait attendre la tête d'Adrien. Je suis content. Ouais, j'aimerais bien. C'est la pizza. Tu veux. C'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon, c'est bon. Franchement, c'est peut-être pas mal. On va tester. Alors, regardez, la question elle est très importante. Adam, discute avec nous pour le quiz. Alors, franchement, il n'est pas peur, il a une sensation, il n'est pas peur, on est là. C'est ça. Alexandre, c'est bien. Ça va. Tu peux sortir tes bouts sans Alex. Ok, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis enceinte de 11 semaines. Et je ne sais pas si je dois faire le jeûne du 17 Tammuz et du 9 Av. 11 semaines, c'est combien de semaines? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Exactement. Alors, pour le 17 Tammuz, on doit le faire ou on ne doit pas le faire? Non, c'est différent. Ça dépend comment on se sent, c'est vrai. S'il y a un risque de se mettre en danger le 17 Tammuz, on peut ne pas le faire. D'accord? C'est bientôt le 17 Tammuz aussi. Hein, donc on peut ne pas le faire. Cependant, ceux qui vont manger ne doivent pas se faire, c'est valable pour les gens malades aussi, ne doivent pas se faire des gros kiffs. On doit manger normalement.
On va manger quelque chose qui est, voilà, c'est le jour de la purée, c'est le jour où on va. Voilà, on n'est pas obligé de se faire des grands kiffs. Tu t'expliques beaucoup, Jonathan, quand même. Alors, on en est où là? Ça va. Le 9 av, par contre, le 9 av est un jeûne qui est obligatoire, sauf si on est malade ou alors qu'on est vraiment enceinte malade. C'est considéré comme malade. Là, il n'y a pas de problème. Parce que le 9 av est très important, parce que même titre que le Yom Kippour, même si le Yom Kippour est un jeûne de la Torah, le 9 av est un jeûne des Rabbanan. C'est. Oh, tu te calmes. Il faut jeûner. Alors, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la période de deuil des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et la date du Est-ce que c'est permis pendant cette période d'effectuer des transactions bancaires, notamment ouvrir un nouveau compte bancaire, louer un coffre-fort à la banque, même s'il n'y a pas de nécessité immédiate, où il vaut mieux peut-être reporter ces opérations après les 3 semaines. Tout ce qui est bancaire, c'est pas bon. Exprimez votre avis. Pour cela, on peut? On peut pas? Effectivement, ça ne fait pas partie des lois de deuil des 3 semaines. On pourrait faire ces choses-là. On peut effectuer ces opérations-là pendant les 3 semaines. Maintenant, vous savez que pendant les 9 jours, alors on arrive à la fin des 3 semaines, hein, pendant les 9 jours, on ne doit pas manger de viande, ni boire du. À part Shabbat. À part Shabbat. Les Shabbat, on doit quand même mieux manger la viande. Comme les seudotes du roi Shlomo, comme les festins du roi Shlomo. Alors, une femme enceinte. Une femme enceinte qui a une envie de manger de la viande. Et c'est une envie très forte. À tel point qu'on dit que des envies comme ça peut être vraiment presque dangereux pour son bébé. Ah ouais, une envie d'une femme, elle va chercher des fraises en pleine mer, pour tirer. Les gars, on a la guerre comme à la guerre. D'habitude, elle n'aime jamais le coca. Elle a vu du coca à l'épicier, il est fermé, elle est obligée d'aller. Voilà, en pleine nuit. Pour ceux qui connaissent, bravo pour votre courage, et pour ceux qui ne connaissent pas, bon courage. Alors, elle rentre dans la catégorie de Khoucha. Khoucha, ça veut dire qu'elle a une faiblesse, elle est considérée comme un peu malade, effectivement. Si elle est faible et qu'elle doit manger de la viande, alors c'est permis, mais ce n'est pas une autorisation générale qu'on donne à tout le monde, d'accord? La plupart des femmes enceintes peuvent très bien se passer de la viande, si c'est pour juste un petit caprice comme ça. Mais comment on choisit? Comment Karim regarde comme ça? Non, vous pourriez. Il ne se sera plus à voir. Ok. Une autre question. Ah, question importante. Thierry, avec nous, c'est là? Les femmes ont-elles le droit de se maquiller le jour du Tisha B'Av? Non. Ah oui. Non. Hein? Non? Tant que c'est pas vulgaire, ça va. Tant que c'est un petit Voilà. Mais on n'aura pas le droit de se maquiller le jour de Tisha B'Av parce que c'est la direction de s'enduire. Ça revient même. On peut être un peu plus permissif. Avec qui il y a un cas seulement que la halakha, c'est très rigolo. La halakha dit il y a un seul cas, on peut être un peu plus permissif, de mettre un peu de maquillage comme il a dit tout à l'heure. C'est dans quel cas? Non, c'est une femme qui vient de se marier et qui est dans les 30 jours de son mariage. Elle ne veut pas d'écouter son mari tout de suite. Elle est pas mal ça. J'ai fait la blague avant sinon. Chaim. Maintenant, regardez. Imaginez-vous que les choses s'arrangent, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu très vite. J'ai une place d'avion pour voyager en Israël, mais le problème, c'est que c'est le soir, donc la veille de Tisha B'Av. Ah, je crois que c'est pas. Est-ce que je dois voyager ou je ne dois pas voyager? Ah non, c'est pas bien. C'est vrai que normalement, on Tisha B'Av, on doit s'asseoir même par terre, sur une petite chaise, c'est une vraie règle de deuil. J'ai une question. Est-ce que vous savez que des Tisha B'Av, si t'as réservé, t'as oublié Tisha B'Av. Si on veut reporter. Est-ce que là, vous avez des dates avant? Il n'a pas fait attention, non, il ne savait pas. Alors, je pense que. Alors, si ça avait été. De manière générale, vu que c'est pour un trajet, effectivement, malgré, tu n'as pas le choix que de t'asseoir dans un siège, parce que va t'asseoir par terre dans l'avion, je dis non, c'est Tisha B'Av.
genre ce que va te dire l'hôtesse de l'air. Mais tu auras le droit de t'asseoir le tour du trajet sur le siège. De manière, bon, là, c'est pas. Ton but, c'est pas non plus de te mettre en première place. Il faut te mettre en position non plus pas super confortable. Mais il ne faut pas non plus se mettre des coups en dessous de. Hein, mais c'est pas la peine. Mais il faut savoir que c'est juste notre travail, tu aurais le droit de le faire. Et effectivement, comme on sait que c'est une période de danger, on évite de prendre l'avion, et particulièrement ce jour-là. Si on a le choix de faire autrement, on fait autrement. Là, comme il a dit Benjamin, c'est un cas où le gars, il n'a pas pensé du tout. Si le pilote, c'est un peu. Il a le droit. Il a pas par terre, comment il va conduire? Comment il va voler? Ah, ça marche pas. Alors, si c'est une responsabilité dans une ça marche pas. Oui, attends. Non. Problème. On est roi sur soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ah, je vais manger dans un restaurant. Le gars, il avait une kippa. C'était pas cachère, mais c'est pas un problème, le gars, il avait une kippa. Ça marche pas chez nous. Et ça marche pour le halal, mais chez nous, ça marche pas. Dans le sens où nous, on a une responsabilité d'aller plus loin. On est maître sur son propre corps et gardien de notre temps. On va appeler ça comme ça. Ça fait très manga japonais, gardien de notre temps. Mais en fait, l'idée, c'est comme ça. C'est qu'on est protecteur de soi-même. Donc, en fait, la responsabilité de cache-route, je devais me renseigner avant sur le restaurant. Je devais voir s'il y avait une plaque de cache-route, vérifier certains éléments, voir qu'ils sont cohérents dans la cache-route. Et pas me dire, non, le gars, il passe, c'est bon. Souvent, les gens, ils ne savent pas. La parole, c'est vrai, des fois, tu vas en Israël. Tu dis, c'est vrai ou pas vrai? Des fois, ils vont en Israël. Ils voient les gens, c'est en Israël, alors qu'est-ce qui pourrait ne pas être cachère? Tu vois, des gens qui ne disent pas, et c'est bon, le premier truc qui vient, on prend. Alors, c'est pas forcément. Ok. On va pas parler que du sujet de ces tableaux parce que sinon. Est-ce qu'on a le droit de se coiffer avec une brosse le Shabbat? Non, parce que ça peut arracher les cheveux. À part ça, c'est une brosse avec les trucs en plastique là. Enfin, les Nico. Non, c'est pas les trucs en plastique. Avec les watts. Avec les quoi? Avec les doigts. Là où tu fais le. Les trucs des noirs. Voilà. C'est très Non, mais je les ai. Alors, il n'empêche qu'avec ça aussi, tu peux arracher des cheveux. Le problème, c'est quoi? C'est arracher les cheveux. Arracher les cheveux, s'épiler. C'est où? Donc, c'est pour ça, messieurs, Les Renault aussi. on va faire attention. Non, toi, Michel, c'est pour les cheveux. là, vous allez C'est pour les finir, cheveux là. courts, ils se coiffent avec les trucs. Il faut revenir, les amis, là. Ah oui, on voit ceux qui se mettent au fond de la classe. Alors, dans l'absolu, on va poser la question quand même à Moshe. C'est important, Yadan. Est-ce qu'on a le droit de se coiffer pendant le Shabbat? On pose la question de manière aléatoire. Dan, rapproche-toi s'il te plaît pour répondre. Est-ce que tu as le droit de te coiffer pendant le Shabbat? Est-ce que tu as le droit de te coiffer pendant le Shabbat? Avec une brosse. Pour toi, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a certaines personnes qui ça pourrait être problématique parce qu'on va arracher des cheveux. Maintenant, effectivement, les brosses en plastique, ça arrache aussi les cheveux. La seule brosse qui sera permise, c'est celle qu'on appelle en poil de, poil de cheval. C'est les brosses de bébé. Avec des. Vous savez, un truc qui arrache vraiment pas les cheveux, qui est tout doux. C'est même pas une brosse. Alors, est-ce que tu as le droit de le faire avec les doigts? Oui, tu peux te coiffer avec tes doigts pendant le Shabbat. Il n'y a pas de problème. Parce que les doigts, ça va rarement entraîner le fait d'arracher beaucoup de cheveux. Même si quand on insiste un peu trop, ouais, ça peut être un peu délicat. Protégez vos cheveux, messieurs. Les implants coûtent cher. Ok. A-t-on le droit? Par contre, c'est sont les bonbons. Hein, bah oui, c'est vrai, c'est bon les bonbons. Et nous, Jonathan? Je suis pas d'accord. Non, mais c'est le chômage, ça y est, c'est les partiels, c'est J'étais en études. Alors, une question de Mais sur la terre. Moi, je crois que j'ai une question. Ah, ça, j'ai du que demain. J'ai 5 ans. T'as pris des photos dans le temps? Ah, d'accord. On va se mettre là-bas, mais on va étirer. J'ai des enfants. Alors, Il y a un paquet encore. alors. J'ai un point de verre. Est-ce que tu dois mettre une tête de leur chat? Ouais, non.
Ok, alors question, on y va pour la question. Attention, c'est prêt? A-t-on le droit de parler aux toilettes, même de choses futiles et pas en rapport avec la tour? Théoriquement, non. Théoriquement, non. C'est pas très bien pour aller aux toilettes. Sûr que non? Moi, c'est pas très bien pour aller aux toilettes. C'est pas une bonne idée. Alors, Surtout quoi? sauf absolue moi, nécessité. Si t'as déjà pas les toilettes. Non, c'est par exemple. Non, aux toilettes. Et t'entends ton enfant qui est en train de jouer, et t'entends le bruit de la tirkeuse. Il y a un truc qui va pas, t'entends du bruit bizarre dans la maison. T'as pas parlé de dire ça, tu dire attention, qu'est-ce qui se passe? Et t'as pas le droit de dire, de toilette, t'as pas le droit de dire, ah, comment ça s'est passé ta journée, ça va? Écoute, je vais encore pour longtemps, on va journée pour 5 minutes. Ouais, mais ça arrive, tu veux comprendre la chaîne et tout. C'est pas seulement pour ça, parce que c'est un manque de respect. En fait, il faut savoir qu'en principe, comme on l'explique, on a un peu le sein, on doit faire attention au fait qu'il y a des endroits qui sont logiquement, on ne doit pas s'attarder. Les toilettes, par contre, ça s'arrête. Non, parce que des personnes, c'est. Je sais. Allez, je sais. Ah. J'ai chaud. Chaud. Ah, si, Ouais, non, merci. Alors, on y va. Est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de boire du vin et de manger de la viande pendant les 9 jours? Est-ce que j'aurais quand même le droit de prendre un peu de whisky ou un peu de Lechaïm? Bah, si, il y a un anniversaire. Ça devient les 9 jours, on va pas avoir la. Oui, s'il y a une bar mitzvah. Parce que la direction elle est sur le vin. Bar mitzvah, mariage, Que le 24, sauf le Shabbat. Sauf le Shabbat. Sauf le Shabbat. Et comme pas. Ah ouais, non. Shabbat. Ok. Shabbat, c'est oublié. Est-ce que j'ai le droit de faire un don du sang pendant les 3 semaines? Oui. Un don du sang. Oui. On a dit que pendant les 3 semaines, on va faire sinon d'éviter les dangers. Il n'y a pas de problème aujourd'hui avec le don du sang parce que le don du sang aujourd'hui se fait de manière vraiment protégée, préventrice. Donc c'est sûr que si on peut le donner en dehors de 3 semaines, c'est toujours mieux. D'attendre vraiment les 3 semaines pour commencer à donner son sang. Mais s'il y a une nécessité, on le fait, il n'y a pas de problème. Mais si ça peut être considéré comme un petit danger, les piqûres, les machins, là on fera. D'accord? Est-ce que c'est mitzvah d'écraser les araignées? Non, bah non, tu peux pas les créatures d'achète. En plus, quand tu vois une araignée, c'est signe d'oseille, hein. C'est signe de richesse. Signe de Même richesse. Ah ouais? Oh, la protéger qui? Bravo. Je vais bosser. C'est sûr, ça. Dans tous les cas, il faut, comme il a expliqué, il a tout à fait raison. Lorsque l'animal est dangereux, il y a araignée. Hein. Il y a la petite araignée que tu vois dans ton salon et la grosse migale. On n'est pas dans le même cas de figure. On a mitzvah de tuer un animal qui représente un danger mortel, quelque chose d'important, s'il n'y a même pas de question à se poser. D'accord? Maintenant, on parle d'un petit animal qui est l'araignée, qui ne reprend pas forcément danger, qui peut même être utile, selon certains, pour empêcher la propagation de moustiques et autres. Alors, on se demande si effectivement, est-ce que c'est une bonne chose d'écraser une araignée. Alors, comme il expliquait le roi David. Le roi David, quand il était jeune, il fuyait Shaoul. Il fuyait Shaoul parce qu'il y avait une problématique dont on ne va pas parler maintenant. Et donc, il s'est caché dans une grotte. Les soldats de Shaoul arrivant dans la grotte ont voulu l'attraper. Et il a vu un renfoncement. Et il s'est caché dans l'enfoncement. Et là, l'araignée est venue. Et elle a laissé sa toile autour du renfoncement. Quand les soldats sont passés devant, ils ont noté qu'il s'est caché là-dedans. Mais ils ont vu qu'il y avait la toile d'araignée. Ils se sont dit
Non. S'il y a une toile d'araignée, c'est que ça va faire longtemps qu'il y a personne qui rentre là-dedans. Et elle a monté le rôle. Exactement. Donc, quelque part, en remerciement des araignées, on n'a pas d'autres des araignées non plus, mais bon, si on peut éviter de les écraser, c'est toujours mieux. D'accord? Elle est allée très vite. Vraiment parce que c'est un grand homme. Est-ce qu'un homme a le droit d'allumer seul des bougies de Shabbat? S'il n'y a pas de. De vendredi soir. Bravo, effectivement. Un homme, s'il n'a pas sa femme à la maison, s'il n'y a pas de femme, eh ben, il pourrait allumer les bougies sans problème. Il doit même allumer les bougies avec la bénédiction à la maison. Combien de bougies va-t-il allumer s'il n'est pas marié et qu'il vit seul? Une seule. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, Une seule. Ouais. j'ai un message de l'équipe. Et après, je pense que. C'est par exemple, il est d'accord à la maison, mais là, ça va. Il est pas non plus. Il va allumer chez lui. C'est pas son rôle. Pourquoi? Parce que là, c'est un départ momentané. C'est provisoire pour aller manger chez quelqu'un, quelque chose comme ça. En principe, les femmes vont allumer chez la personne. Parce que l'essentiel, attention, il faut pas rappeler. Très important, messieurs. C'est pas seulement qu'on allume les chaïm. C'est qu'on allume à l'endroit où on mange. Beaucoup se posent la question de dire attends, je suis invité chez un homme ce soir. Il m'a invité vendredi soir, mais je dis qu'est-ce que je fais? J'allume chez moi avant de venir ou j'allume chez lui quand j'arrive? Si j'arrive dans les temps. L'idéal, c'est d'allumer chez lui parce que c'est l'endroit où je mange. Parce que la bougie, elle est censée éclairer au moment où on fait le repas du vendredi soir. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est souvent lié avec l'endroit où on va manger ou pas l'endroit où on va dormir après. Si c'est une bande de potes, donc une maison un week-end, je sais pas. L'endroit où on mange, toujours pareil. J'allais dire la même chose. Alors, tout va dépendre. Si la bande de potes n'est pas mariée, c'est pas la peine pour ça. Alors, il n'y a pas de sœur pour ça. Alors oui, il faudra bien qu'il y en a un qui remplisse les autres pour le faire. La bande de potes, tout simplement, va dire qu'il y en a un qui va allumer, pas besoin que tout le monde allume. Une seule personne va allumer une bougie. Et tous les autres, alors c'est bien, c'est une bonne chose pour participer. Je ramener une petite salade de Shabbat, tout ça. On appelle participer aux frais de bougie. En fait, c'est pas pour les frais de bougie. Mais en fait, on considère que c'est comme si on avait joint là, on avait attrapé sa main pour allumer. C'est comme si on avait participé aux frais de. Vous comprenez? C'est ça, d'où l'idée de ramener un petit quelque chose, c'est pas pour un cadeau normal. Sur Shabbat, on ne fait pas de cadeau. C'est plus dans l'idée de. Voilà. Hein? Combien de temps il y aura dans la Eh bien, il faut allumer avant l'entrée de Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, on peut leur indiquer. Elle est sur la star de la semaine d'ailleurs. Cette semaine, on allumera avant 21h36. On rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, ouais. C'est vrai qu'après, ça dépend quand on suit le poste ou pas. On est avec Ouais, Clichy, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. À Clichy, c'est vrai qu'ils allument et ils font entrer plutôt Shabbat. Normalement, il faudrait suivre l'entrée de Shabbat 8h15. C'est-à-dire qu'on allumerait les bougies avant 8h15, même si Shabbat commence à 9h36. Donc, on allume Shabbat, c'est en fait que c'est pas Shabbat, c'est une bonne chose. Hein. Entrer Shabbat plus tôt, pas non plus à 15h d'après-midi. Ça veut dire embellir Shabbat, on déplacer Shabbat, on le fait rentrer plus tôt. Faire rentrer, ça veut dire allumer les bougies. Et après, on ne repas de Shabbat. Ok? On a encore une petite question. Attention. Imaginez-vous que j'ai plus beaucoup de vin. Adrien est passé par là. Et alors, je suis samedi midi. Ah, mais... et je suis samedi midi. Et du coup, je fais kidouche, je bois, les membres de ma famille boivent. Je dis que c'est tous des pauvres. Donc ils vont tous. Pas dit des pions. Ils vont tous boire un peu. Alors, et le problème, c'est que je sais que pour la Havdalah le soir, j'aurais pas assez de vin. On va la bière. Ouais, on prendra la bière. Je me dis, mais si j'ai pas de bière, tout une autre bouteille. Ouais, je dois prendre du vin. Une autre bouteille.
Je peux aller chercher chez quelqu'un, oui, éventuellement. Il y a un couvre-feu. De l'eau avec du sucre. Il n'y a pas de chance, le mec. De l'eau avec du sucre. Non, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il a le droit de prendre ce verre qui a été sanctifié. C'est bien. C'est mon reste de kidouche, ça. Il me reste ça, j'ai bu qu'un petit peu, il me reste que ça. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce reste de kidouche et de le remettre dans la bouteille? Il a déjà eu la bénédiction, celui-là. Hein. Je le remets dans la bouteille, je m'en servirai après ce soir pour Abdallah. Alors, il faut savoir que la bracha, c'est pas qu'elle périme. Attention. On peut le remettre dans la bouteille et on peut s'en servir pour un autre kidouche. C'est à la condition qu'il reste toujours un petit fond dans le vin. Non, dans la bouteille. Parce qu'en fait, le mélange que je vais faire va dénaturer. Vous savez que c'est pour ça qu'on a l'habitude souvent, quand Pierrot il fait kidouche à la maison, le costume cravate, des choses comme ça, avec le verre comme ça, mais c'est avec la position vraiment Elton John comme ça, et il fait le kidouche avec un chant liturgique tunisien extraordinaire. Et à un moment donné, 45 minutes plus tard, au moment de boire, 45 minutes, il va boire le verre comme ça, et puis il va rester ça quand tu bois. On est obligé de boire une certaine quantité pour se rendre quitte. Alors, il a intérêt d'avoir un bon vin quand même. Et donc, il va laisser ça. Donc, il ne va pas donner ça à sa femme et tout ça. En plus, c'est pas beau, on l'avait déjà expliqué dans un cours, c'est pas beau de donner le reste. Alors, on reprend la bouteille, on resserre dessus. Il reste un petit peu, donc c'est pas un problème. C'est le cos qui montrera le verre de la bénédiction. Je remets dessus. Et du coup, le goût qui aurait été dénaturé, avec l'ajout d'un élément neuf dedans, bah, ça devient plus dégueulasse. C'est comme si quelqu'un qui va dire tu veux finir mon verre de coca? Ah non, c'est dégueulasse, t'as gavé ta bouche dedans, ça ne me plaît pas. Ok, pas de problème. Et moi maintenant, ce verre-là, il restait qu'un fond comme ça. Je remets un grand verre de coca bien frais comme ça. Du coup, tu n'as plus la même idée de la chose pour boire. Tu ne vas pas être écœuré. Il y a tellement de quantité qui est sympathique. De la partie étudiante, ouais, il avait. Ça sera moins dérangeant. C'est comme si on disait Batel Berov, j'avais un peu annulé dans la majorité. En vrai, je crois que le verre de kidouche, tu passes à tout le monde ou alors tu mets un petit peu à chacun? Déjà, tu commences par ta femme. La première personne, avant ton père, avant tout le monde, c'est ta femme. Hein? La première personne avec qui tu dois vécu, c'est ta femme. Et après, les enfants, on arrête. Ta femme, la première, même si elle est ton père, même si elle est le grand rabbin de France, Non, mais après, l'Australie qui est là, ils peuvent te passer le verre de kidouche. et après, dans l'ordre, si possible, surtout pour le pain, on estime qu'on va dire par tranche d'âge. Non, mais c'est pas. Tout le monde peut boire dans le verre de kidouche ou il faut verser un peu dans des verres? Comme la préférence de chacun. Mais c'est vrai qu'en général, la femme, elle peut boire dans ton verre, c'est mieux pour la bénédiction. Et après, les autres, il n'y a pas de problème. En fait, concrètement, ça dépend des gens. Si quelqu'un te dit je veux boire dans le verre de kidouche, tu lui dis pas non. Tu dis oui. Si quelqu'un dit ah non, Covid, machin truc, je veux. Non, mais à part Covid. Non, mais avant, après, il y a plein de oui, avant, on fait comme ça. Mais surtout maintenant. Par contre, oh, Jérémy. Voilà, il est votre mari, voilà. Il va pas me faire croire qu'il arrive à 8h30, c'est faux. Je ne sais pas où il était avant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on disait pour le kidouche? Avec la quête chauffette. Alors, ils font un truc, attention, c'est important de le préciser. Parce qu'on va le voir, attention, vite, c'est important. Vous avez vu que des fois, ils font des éléments judaïca, on appelle le fameux que tout le monde a reçu au mariage. C'est un verre comme ça, un beau verre, avec plein de petits verres en dessous. Quand tu fais le kiff, tu verses dedans. Alors c'est bien. Au début, c'est la mode, tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça, c'est très Maintenant, il y a plus avec les petits bouchons. Après, il y en a qui disent ah mince, on a perdu les petits bouchons. Il y a des gars comme ça. Alors, tu sais ce que c'est. Une fontaine comme ça, dans les petits verres. Il y a des petits bouchons qui bloquent la fontaine. C'est-à-dire, s'il y a le bouchon, le vin, il ne peut pas sortir par là, dans le petit verre. En fait, si tu as 3 personnes à tête, tu ne vas pas remplir les 12 verres. Donc, ça va remplir tous les noms. Mais attention, parce que le vin de la bracha, il reste quand même dans les conduits. Donc, c'est un peu du gâchis, si vous voulez. Ah ben, voilà, c'est un peu dommage. C'est le bon vin, il reste dans les conduits que tu ne vas pas utiliser. Bon, il vaut mieux utiliser la vérité à la bonne franquette. On prend son verre, on met dans le verre de quelqu'un d'autre. Au moins, on n'a pas fait de dépenses. Quand c'est un vin qui roule pour des 2400 €, c'est dommage de laisser un peu dans les conduits après mettre à la poubelle. Même pas abuser.
Alors, les Chaim, on va se souhaiter la Géoula à Mitzvah Shlema tout de suite à différence que si tu veux, maintenant, on va envoyer à chacun. Attendez, parce qu'il faut leur arriver d'ailleurs. Alors, messieurs, alors, il y a un message à faire passer, une seconde importante, une seconde s'il vous plaît, complètement le cours. Déjà, Benjamin, il y a un message à faire passer. C'est dimanche à 18h30, il y a une conférence ici pour mettre la prise avec Michel Garde de Monaco. Voilà. On aura le représentant, le rabbin de Monaco, qui va venir dimanche soir à Clichy à 18h30 pour justement nous parler de la Géoula du Rabbi. Mais n'attendons pas déjà dimanche, le jour de la Géoula, pour commencer à écrire dans la bénédiction. D'ailleurs, on va joindre le gilet agréable. Ah merde, je vais couper la. Non, ça va, ça ne coupe pas. Une seconde. Tac. Tac. Là, normalement, vous allez recevoir un lien avec le formulaire pour écrire une demande de bénédiction. Je vous invite à le faire tout de suite après. Juste après, écrivez au Rabbi pour demander des brachot. Et c'est vraiment quand les tzadikim reçoivent un jour d'élévation, se joindre à lui, c'est très important. Voilà, regardez, j'envoie le lien tout de suite. Tic, tac, toc. Et voilà. Ne partons pas une seconde d'attente, ça peut oublier la blague de Sylvain. Sylvain, Rosh Chodesh aujourd'hui, le premier du mois, plein de bénédictions. On va demander à notre ami Sylvain quelque chose de particulier. Alors Sylvain, on a à peu près 850 followers. C'est ça qu'on dit followers. La France. C'est un mari. C'est un homme, il doit prendre l'avion, il doit partir en voyage. On n'entend pas, s'il vous plaît, monsieur. Il doit partir en voyage, alors il appelle le taxi pour l'amener à l'aéroport. S'il vous plaît. Il descend en bas de chez lui, il prend le taxi, il dit au taxi à l'aéroport, amenez-moi à mon jet. À mon jet. Voilà. Il arrive au jet, hop, arrivé en bas du jet, il dit au taxi, il fait demi-tour, on rentre à la maison. Personne ne comprend. Machin. Et en rentrant, il dit oh là là. Et le chauffeur de taxi, il est curieux, il demande qu'est-ce qui se passe. Je suis sûr, ma femme me trompe. Je suis sûr, ma femme me trompe. Comment ça? Il dit je suis sûr, ma femme me trompe, je rentre chez moi, je vais vérifier. Allez, on y va. Il fonce. Il remonte chez lui, il ouvre la porte doucement, il marche sa patte, comme ça. Il entend des bruits bizarres, il rentre dans la. Ah! C'est vrai. Mais il a fait monter le chauffeur de taxi avec lui parce qu'il a peur de faire une bêtise. Alors, c'est vrai, il regarde le taxi, il regarde sa femme, il prend son arme et il vise le mec. Et sa femme fait non, fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais ton jet, comment tu crois que je te l'ai payé? C'est lui qui a payé. Ah bon? Mais ta Ferrari, c'est lui qui a payé. Tu dis, ah bon? Et ton redressement fiscal là, de 400 000 € par mois de redressement pendant 6 ans, c'est lui qui paye. Il est avec l'arme comme ça sur la main de sa femme. Et il regarde le taxi, il dit, tu fais quoi toi? Il dit, remets-lui la couverture, remets. Bon. Elle n'est pas cachée, ça. Ouais. Sylvain, tu nous as avec elle, hein? Pardon. Je suis pour entendre des trucs comme ça, je suis venu pour entendre ça. Qu'est-ce qu'il va raconter à sa femme, Jérémy, maintenant? Il va rentrer chez lui, il va se passer. J'ai même pas compris l'histoire. Écoute, on a appris la page de Cora, après oui, c'est un taxi. Azak, monsieur, on se quitte avec et surtout avec beaucoup de bénédictions. Hein? On va faire un Kaddish avant de partir, très important aussi. Un petit coup avant le Kaddish. Aïdalalaya, hey! Aïdalalaya, aïdalalaya, hey! Aïdalalaya, hey! Aïe, 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 il faut taper des mains quand on filme. Aïe, David à ton droit. Aïe, aïe, Michael à ton droit. Aïe, on va pas taper des mains. Aïe, Gary. Aïe, Gary. אבי חדניה מלך השומר הצע הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפירה ירבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני יחפש למען צדקו יגיד תורה וידיר קדיש על ישראל אמן